La carte nationale d'identité biométrique peut être délivrée aux citoyens âgés d'au moins 5 ans selon la loi. Elle est obligatoire pour tout Ivoirien âgé d'au moins 16 ans. Et puis au Togo, chaque année, la mer grignote plus de 2 mètres de côte et jusqu'à 10 mètres à certains endroits du littoral. L'érosion côtière défigure le paysage et chasse les communautés de pêcheurs installées en bordure de mer. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le décès du roi du coupé décalé Didier Arafat, de son vrai nom Ange Didier Ouon, continue d'affliger les Ivoiriens. Les amis avec qui l'artiste avait la même passion, celle de la moto, se sont donné rendez-vous dans la nuit du mardi au lieu du drame pour rendre hommage à leur champion. Dans la journée de ce même mardi, c'est la mère de l'artiste et des proches qui avaient organisé une marche suivie du dépôt d'une gerbe de fleurs sur le lieu de l'accident. Pour rappel, Didier Arafat, icône de la jeunesse et ambassadeur de la musique ivoirienne, est décédé après un accident de moto dans la nuit du dimanche 11 août à Angré, dans la commune de Cocody. En Côte d'Ivoire, tout parent désireux d'établir une carte nationale d'identité biométrique dotée de puces électroniques à multi-applications pour son enfant âgé d'au moins 5 ans révolus, j'ai dit bien 5 ans révolus, peut en faire la demande auprès des autorités compétentes. La CEDEAO impose aux États membres un format CEDEAO, l'intégration des couleurs vert, noir et gris, puis le caractère biométrique avec la carte nationale d'identité biométrique format CEDEAO. Les citoyens de l'espace communautaire estimés à 350 millions et les opérateurs économiques pourront circuler sans tracasserie et faire des transactions de tout genre. L'identifiant unique et la puce électronique sécurisée devraient permettre d'avoir des informations en continu sur les populations, même en cas de perte ou de conflit occasionnant des déplacements. La carte nationale d'identité biométrique en Côte d'Ivoire est valable pour une durée de 10 ans à compter de sa date d'établissement. Celle actuelle dont la validité a été prorogée devrait être bientôt remplacée par la carte biométrique dont je vous parle, la puce électronique sécurisée. Un décret devra être pris en Conseil des ministres pour fixer les modalités d'application ainsi que les spécifications techniques, les modalités d'établissement et de renouvellement, puis la période transitoire de validité. Dans le cadre de la redynamisation du FDFP à San Pedro, le Fonds pour le développement de la formation professionnelle, l'antenne du FDFP de San Pedro a organisé une rencontre avec les entreprises de la place en vue de faire l'état des lieux et mettre en œuvre des mesures correctives. L'idée est redynamiser la structure. Cette antenne a financé en 7 ans près de 1300 plans de formation pour un montant de plus de 2 milliards de francs CFA. Sam Konan. Le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, rencontre les entreprises et partenaires de San Pedro. Cette rencontre qui a eu lieu dans les locaux de l'antenne régionale avait pour objectif d'éclairer les décisions de planification du FDFP pour ses interventions au profit des clients et partenaires de la zone de couverture de l'antenne de San Pedro et par la même occasion recueillir leurs préoccupations. Une rencontre saluée par les participants. Nous, en tant que cabinet, ça tombe à point nommé afin de nous éclairer sur les différentes démarches, ce qui concerne non seulement les plans de formation, les délais et les procédures de financement. Mon entreprise a pu bénéficier d'un projet d'apprentissage de 50 caristes. Et là, nous sommes en train de négocier une convention avec le FDF qui est en cours de signature, qui va concerner 50 grutiers pour les métiers et 100 dockers pour les métiers de sacherie. Donc j'avoue que c'est vraiment des échanges assez coercitifs qui nous ont permis de comprendre un peu comment est-ce que le FDFP fonctionne. Donc je suis vraiment très heureux. De 2011 à 2019, nous avons financé pour 1293 plans de formation pour un montant de un peu plus de 2 milliards 200 millions. Voilà. Et puis pour les projets de formation, nous avons financé aussi 12 projets pour un peu plus de 607 millions. Il faut dire qu'on est assez peu connu dans la région. Après cette année même, ça sera l'une de nos missions principales, c'est de faire beaucoup d'informations communication. Toutes les difficultés identifiées, notamment la lenteur dans le traitement des dossiers, vont être transmises au comité de gestion du FDFP à Abidjan.
L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire a un nouveau président et il a été connu lors de son 4e congrès ordinaire à la Bibliothèque nationale dans la commune du Plateau. Le reportage de Bintou Pekele commenté par Clément Boko. Ces journalistes dans la cour de la Bibliothèque nationale se préparent pour le 4e congrès de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI. Ils attendent des assises du jour une continuité des actions entreprises. Nous attendons de ce congrès un nouveau départ pour notre organisation. À partir de ce congrès, nous voulons rebondir, c'est-à-dire avoir des représentations dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire et faire en sorte que les actions qui seront posées puissent contribuer fortement au bien-être de tous les journalistes de Côte d'Ivoire. 10 ans d'action, de professionnalisme et de confraternité vraie. C'est le thème retenu pour ce congrès. Le président sortant, Olivier Hiro, est le seul candidat en lice. Il envisage œuvrer davantage pour la fraternité au sein de l'OJPCI. Le challenge pour nous cette année, c'est d'installer au moins 10 sections à l'intérieur du pays. Ensuite, se rendre dans les grandes écoles, dans les grands centres de formation et initier les plus jeunes à l'amour du métier. Parce que nous sommes entre nous journalistes. Il n'y en a pas 1000 en Côte d'Ivoire, mais le seul noyau que nous avons, nous devons pouvoir nous installer dans cette amitié, une amitié vraie. Les journalistes professionnels sont soutenus par les ministères de la Communication et de l'Environnement. Ils interpellent leur sens de la responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions. C'est une opportunité que nous voulons saisir encore une fois pour appeler davantage les journalistes à s'inscrire dans la protection de l'environnement, à s'inscrire dans la promotion du développement durable en Côte d'Ivoire, qui est vraiment un pilier fondamental de l'émergence de notre cher pays. Je suis venu apporter le soutien du ministre, rassurer les journalistes que leur ministre est toujours à leur côté et que le gouvernement compte beaucoup sur eux. Pour ça, il faut des journalistes responsables. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, créée en 2009, compte 200 membres. Chaque 3 ans, les instances sont renouvelées par un congrès. Elles œuvrent, entre autres, pour le renforcement des relations entre les confrères et les consoeurs des médias. Un mot d'environnement, des experts de l'Afrique de l'Ouest réfléchissent sur comment mener la lutte contre les inondations et leurs conséquences. Ils étaient réunis au Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour aussi mettre en place des données fiables qui permettront au gouvernement de prendre les décisions idoines. Clément Boucou. Les inondations. Un fléau qui a endeuillé bien de pays de l'Afrique de l'Ouest ces dernières années. Pour prévenir les risques d'inondation, des experts venus du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire réfléchissent pour concevoir une base de données qui permettra aux décideurs d'agir efficacement contre ces catastrophes naturelles. Le projet est piloté par le GMS and Africa, fruit du partenariat entre la Commission de l'Union africaine et la Commission européenne pour utiliser les images satellitaires dans la gestion de l'environnement. Les sciences spatiales sont utilisées pour avoir de l'information quasiment à temps réel sur non seulement les causes de l'inondation, mais aussi les impacts, les dégâts des inondations. Mais mieux, les sciences spatiales sont utilisées pour secourir les personnes, les animaux et les biens. Durant 3 jours, ces experts en sciences spatiales vont collaborer à l'élaboration d'un registre des inondations. Le Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection, CURAT, abrite le projet. Le CURAT, normalement, doit prendre en main 2 tâches particulières, notamment la conception de la base de données, qui va rentrer dans la gestion du phénomène de l'inondation, dans la modélisation de l'inondation. Le CURAT va donc utiliser les images satellitaires, les images qui ont été fournies par le programme Copernicus. Ces images-là seront traitées de façon automatique et manuellement, naturellement, pour faire ressortir les paramètres qui vont être pris en compte pour la caractérisation de l'inondation. Ce que nous voulons faire en fait, c'est que pendant ces discussions-là, nous voulons inviter certaines autres parties prenantes, telles que les agences de météorologie, les agences de l'environnement et certaines agences, à se joindre à nous
Nous allons réfléchir, leur poser des questions pour que nous puissions donc régler ce problème d'inondation-là ensemble. Les causes des inondations sont variées, entre autres la topographie, l'obstruction du passage de l'eau par l'aménagement humain. En Côte d'Ivoire, les dernières inondations datent de juin 2018. Pèlerinage à Lourdes, les pèlerins sont appelés à soutenir les indigents, à imiter Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de cette année, heureux, vous les pauvres. Eugène Atoubi. Début du pèlerinage à Lourdes en France, le rituel est déjà connu et comme à son habitude, la forte communauté ivoirienne est bien présente, quelque peu contrariée par une météo inattendue et capricieuse. La basilique souterraine Saint-Pidis accueille la messe d'ouverture. Monseigneur Luc Ravel, président du pèlerinage 2019, exhorte les chrétiens du monde entier à vivre leur baptême et s'approprie cette parole tirée de l'évangile de Luc. Heureux, vous les pauvres. Thème de ce 146e pèlerinage à Lourdes, auquel prennent part plus de 8000 pèlerins d'horizons divers. En tant que filles de Dieu, nous prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est surtout la miséricorde, prôner la paix, la cohésion sociale, pour que la paix règne dans notre chère Côte d'Ivoire. Le thème de cette année, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. D'abord de découvrir la pauvreté de certaines personnes, Sainte Bernadette aujourd'hui, et puis ensuite de voir à quelle richesse correspond cette pauvreté. Cette pauvreté humaine est envahie par une richesse de Dieu, laquelle, concrètement, dans leur vie, qu'est-ce qui s'est passé? Et enfin, est-ce que réellement la rencontre de cette pauvreté, qui peut être la maladie, la pauvreté sociale, la pauvreté intérieure, et la richesse de Dieu a causé, a provoqué, a été la source d'une joie. Et quelle joie dans la vie de ces personnes, dont la Vierge Marie, bien sûr. À Lourdes, il y a ceux qui viennent souvent et ceux qui arrivent pour la première fois. Bien portants, invalides, malades, bref, tous sur le pas de Bernadette dans une démarche commune de conversion par Marie, sont appelés à imiter le Christ Sauveur, à l'exemple de Bernadette qui a vécu de pauvreté humaine avec des richesses divines, selon Monseigneur Luc Ravel. Lors d'une conférence, le père Jacques Neuviart a entretenu les pèlerins sur le thème de l'année, montrant que la pauvreté est la voie qui conduit à la joie de l'espérance et ouvre les portes du royaume de Dieu. Quand on se laisse toucher au cœur par la parole de Jésus, vous les pauvres, on devient nous aussi un des pauvres auxquels il parle, et un des pauvres aussi, comme Jésus était absolument pauvre, dépouillé de tout. Et à ce moment-là, quand le cœur se simplifie, on connaît un bonheur profond. Et ce bonheur ouvre la vie. Et ce bonheur nous donne de l'espérance, nous permet de trouver des forces pour agir. Près de 500 pèlerins ivoiriens sont à Lourdes pour le 146e pèlerinage. On a vu certains d'entre eux au service notamment pour la quête et la liturgie, à la célébration de l'Eucharistie de la messe d'ouverture. La présence de la Côte d'Ivoire déjà distinguée est fortement attendue le 15 août, jour de l'Assomption de la Vierge Marie et apothéose du 146e pèlerinage à Lourdes. Au Tchad, au moins 6 personnes ont été tuées dans un attentat perpétré dans la nuit d'hier à aujourd'hui par une femme kamikaze dans l'ouest du pays et attribuée au groupe Boko Haram. L'attaque a eu lieu vers 1h du matin, 0h GMT, dans la cour du chef traditionnel du canton de Tatafiroumou. Tatafiroumou est une localité de la sous-préfecture de Kaïga-Kandjira, située dans la province du Lac, où le groupe djihadiste a multiplié les attaques depuis le début de l'année. Le représentant du chef de canton, 4 de ses gardes et un militaire ont perdu la vie. 5 autres militaires sont blessés. Et puis au Togo, l'érosion menace les villages côtiers. Chaque année, la mer grignote plus de 2 mètres de côte et jusqu'à 10 mètres à certains endroits du littoral. Cette érosion défigure le paysage et chasse les communautés de pêcheurs installées en bordure de mer. Pascaline Kwame, Clément Boko. Le même paysage dévasté, un village fantôme planté au bord de la mer. Kodjo vivait avec toute sa famille dans cette cabane de pêcheurs. Ils ont dû fuir quand l'eau a commencé à monter. La maison, tout, il n'y a rien. Jusqu'à présent, on est là, à souffrir seulement. Nous sommes dans la souffrance. Je ne sais pas où on va rester même à l'heure actuelle.
Chaque année, la mer grignote jusqu'à 10 mètres de terre sur cette côte du Togo. Des communautés entières ont quitté leur foyer. À Baguida, 500 personnes étaient installées sur le littoral. Ils vivent de la pêche. Ces sinistrés ne touchent aucune aide du gouvernement pour se reloger. On n'a pas autrement de trouver l'argent pour construire notre maison, tout ça là. Pour connaître l'une des raisons de cette érosion, il faut regarder à l'horizon, suivre les gigantesques cargos qui filent jusqu'au port de Lomé. C'est après cette construction en 1967 que la mer a recommencé à monter. La raison principale de l'érosion qu'on a étudiée jusqu'à maintenant, c'est principalement l'installation des infrastructures portuaires le long de la côte, qui perturbe maintenant le transit sédimentaire le long de la côte sédimentaire. La digue du port bloque les courants. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien. Climatique.